Le journal de l'Afrique sur France 24, bienvenue si vous nous rejoignez à la une ce soir. Deuxième jour de campagne au Sénégal, une campagne express en plein mois de Ramadan. Vous verrez que les candidats sont sur le terrain à Dakar, dans sa banlieue et ailleurs dans le pays. On fera le point avec notre correspondante dès le début de ce journal. L'ex-parti au pouvoir dans la tourmente au Gabon alors que le PDG cherche à faire peau neuve. Des frondeurs viennent de saisir la Cour constitutionnelle pour contester les dernières nominations du secrétariat exécutif. Nous serons à Libreville dans un instant. Et puis à la fin de ce journal, on vous emmène au Bénin à la rencontre d'un enfant des rues au destin fabuleux après une rencontre qui a changé sa vie. Reportage à suivre. Une campagne pas comme les autres au Sénégal et pourtant elle se déroule quasi normalement. Les candidats ont peu de temps pour convaincre. Pourtant, ils continuent à battre campagne en plein mois de Ramadan. On fait le point sur cette deuxième journée avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sakou. Après 2 jours de campagne à Dakar, Idrissa Seck, l'ancien Premier ministre, a mis le cap sur sa ville natale de Thiès, où il battra campagne 3 jours durant. Ramadan oblige, pas de grands meetings prévus, mais plutôt des rencontres avec les électeurs. Le candidat de la coalition présidentielle, Amadou Ba, lui, ne renonce pas au grand rassemblement. Son programme indique une caravane qui traverse plusieurs régions dès ce mardi. Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, fait lui campagne dans la ville voisine de Mbour. Au programme, caravane et visite de proximité. Du côté de la coalition d'opposition Diomaye 2024, on reste pour l'heure dans la région de Dakar, plus précisément du côté de la grande banlieue, terrain très disputé par tous ces candidats. Le porte-drapeau de la coalition, Bassirou Diomaye Faye, est toujours incarcéré. Ce sont ses lieutenants qui sont sur le terrain. Habib Sy, lui aussi candidat, fait par exemple caravane commune. Cheikh Tidiane Dièye, un autre allié de la coalition d'opposition, mène sa propre campagne mais partage les idées du projet Diomaye 2024 avec les électeurs. Pour 18 des 19 candidats en lice, cette campagne express est une première expérience. Il leur reste 10 jours pour convaincre les électeurs. Au Gabon, le PDG, le Parti démocratique gabonais, ex-parti au pouvoir, cherche à faire peau neuve. Fragilisé par le coup d'État militaire du 30 août dernier, il est en pleine tourmente. Des frondeurs viennent de saisir la Cour constitutionnelle pour contester les dernières nominations du secrétariat exécutif. La correspondance à Libreville d'Ismaël Obiangzé. Plutôt modeste autour d'un anniversaire qui tranche avec les précédentes fêtes du 12 mars, marquant la date de création en 1968 de l'ex-parti au pouvoir. Cela s'explique, les démissions en cascade des cadres et militants du parti, puis la guerre des postures ont fini par entamer la cohésion du PDG après 6 mois de transition en dehors des arcanes du pouvoir. Le réveil du PDG semble bien difficile. Il a été longtemps indissociable du nom Bongo et pour la première fois de sa longue marche, il va se passer de l'un de ses héritiers, Ali Bongo Ondimba, destitué de la présidence du parti, ainsi que sa mère Joséphine Kama, radiée du parti. Un ensemble de décisions au cœur d'une contestation ouverte par Maître Francis Nkeya, militant du PDG. Le parti lui-même, à travers ses statuts, a prévu la désignation des responsables en passant par un congrès de militants. Ne l'ayant pas fait, nous pensons que les statuts du parti ont été violés et qu'il s'agit là de comportements irresponsables. C'est pour cette raison que nous avons saisi les tribunaux pour requérir l'avis des juges. Pour le bureau politique provisoire du PDG, l'heure n'est pas à la confrontation mais plutôt au rassemblement pour redynamiser le parti. Un congrès a projeté et c'est pour cela que le directoire mis en place est un directoire transitoire qui va donc s'atteler à préparer ce grand événement qui va déterminer la nouvelle marche de notre parti, le Parti démocratique gabonais. Il faut d'ailleurs dire, dans le cadre de l'autocritique, de l'introspection de chacun de nos militants, des assises ont été organisées. Et la conclusion de ces assises sera connue le 16 mars prochain. Dans l'urgence, le Parti démocratique gabonais prépare son agenda pour le grand dialogue national d'avril prochain, un rendez-vous précédé par des journées de réflexion au sein du parti.
On vous parle à présent de la République démocratique du Congo et des médiations proposées par l'Angola et son président Joao Lorenzo, médiateur de l'Union africaine dans ce dossier. Il a reçu à Luanda le président rwandais Paul Kagame et selon les autorités angolaises, une rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi pourrait avoir lieu prochainement. Une avancée diplomatique alors que sur le terrain, les affrontements se sont intensifiés ces dernières semaines. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangula. C'est une nouvelle étape diplomatique de franchie pour le président angolais dans cette médiation. Joao Lorenzo a rencontré à Luanda Paul Kagame et le président rwandais aurait accepté de rencontrer le président Tshisekedi. C'est ce qu'a annoncé le ministre angolais des Affaires étrangères. Il avait aussi annoncé le 27 février que Félix Tshisekedi aurait donné lui aussi son accord de principe pour rencontrer son homologue rwandais. La présidence congolaise annonce cependant avoir fixé deux conditions: le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le cantonnement des rebelles du M23. Alors aucune date de rencontre n'a pour le moment été fixée, d'autant que la présidence rwandaise n'a pas confirmé un tel engagement, mais affirme sur son compte X que les chefs d'État se sont mis d'accord sur les mesures clés à prendre pour s'attaquer aux causes profondes du conflit. Maintenant, reste à savoir si cette avancée dans la médiation angolaise fera la différence sur le terrain. Le M23 continue de progresser dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. Lundi, les rebelles ont pris le contrôle de la cité de Vichumbi après le repli de l'armée congolaise. Les Nations Unies estiment que 2,5 millions de personnes ont fui les combats uniquement dans la province du Nord Kivu et qu'elles s'entassent dans des camps en périphérie de Goma dans des conditions inhumaines. On vous parlait hier de la visite du procureur français en charge du dossier des génocidaires à Kigali au Rwanda, une visite à moins d'un mois du 30e anniversaire du génocide des Tutsis en 1994. Vous le savez, les autorités rwandaises continuent à faire la chasse aux génocidaires. Et au Mozambique, un contrat d'extradition est désormais effectif. Un contrat qui inquiète beaucoup les opposants rwandais exilés dans le pays. Les explications de notre correspondante régionale, Caroline Dumais. Le traité qui a été ratifié fin février par le Parlement mozambicain a en fait été signé en 2021, au moment où les deux présidents, le président Nyusi et le président Kagame, signaient un accord militaire. Alors c'est un traité qui permet d'échanger des informations sur les citoyens des deux pays et aussi d'arrêter les Rwandais qui sont suspectés d'avoir participé au génocide. La ministre de la Justice à l'époque assurait que le Mozambique ne pouvait pas abriter de criminels. Alors le problème, c'est que certains craignent que Kigali n'en profite pour faire la chasse aux opposants, car comme l'explique ce spécialiste du Rwanda, le RPF, le parti au pouvoir à Kigali, considère tous les Rwandais en exil comme une potentielle menace. Cela a toujours été une grande préoccupation du RPF pendant ces 20 dernières années. Combien d'opposants ont élu domicile en Afrique australe, en Afrique du Sud, au Mozambique, en Zambie? C'est une opposition très bien organisée. Souvent, ce sont des anciens membres du RPF d'ailleurs, qui ont menacé de prendre les armes et d'aller un jour reprendre la ville de Kigali. Cela explique l'intérêt du Rwanda pour cette zone, mettre fin à cette menace dissidente. Depuis 2021, 3 Rwandais ont disparu, ont été tués dans des conditions mystérieuses. L'organisation des droits de l'homme Human Rights Watch avait demandé à faire la lumière sur ces événements et les responsables de la communauté rwandaise en exil à Maputo demandent à ce qu'il y ait des enquêtes avant toute extradition afin d'éviter les erreurs judiciaires. Au Bénin, 3 recours ont été déposés à la Cour constitutionnelle contre le nouveau code électoral. Il avait été modifié la semaine dernière par les députés de la majorité. Cette modification suscite beaucoup de critiques de la part de l'opposition et de juristes. Elle le qualifie de texte d'exclusion. On reste au Bénin avec cette belle histoire, celle d'un adolescent, Justin Kinwanou, alias Djekomon. Alors qu'il vivait dans la rue, il a vu son destin bouleversé depuis sa rencontre avec un producteur musical. L'ex-enfant des rues est devenu une célébrité dans son pays. Reportage d'Emmanuel Sodji et Raphaël Ntali. Ce sont les paroles de Baba God qui ont changé le destin de Djekomon. Pour gagner de quoi vivre, cet adolescent de 15 ans chantait ses souffrances dans les rues de Cotonou depuis la mort de son père et l'éloignement de sa mère. Jusqu'au jour
où ce producteur béninois le remarque lors d'un micro-trottoir qu'il réalise pour les réseaux sociaux. Donc quand je l'ai écouté et il chantait, j'ai eu la chair de poule, sans comprendre ce qu'il disait, parce qu'il chantait en Yoruba. J'ai eu envie de l'aider. Le premier clip de Djekomo totalise près d'1 demi-million de vues. Et dans son dernier titre, le jeune auteur-compositeur puise son inspiration dans les expériences douloureuses vécues par ses compagnons de la rue. Dans le nouveau morceau Chéri Fatou, je raconte l'histoire d'une jeune élève qui a dû arrêter ses études après être tombée enceinte sur les bancs de l'école en se prostituant pour aider ses parents qui n'avaient pas les moyens nécessaires. J'aimerais le rendre international comme Asake, Olamide et plein d'autres artistes nigériens qui chantent en Yoruba mais qui font le tour du monde aujourd'hui. Pour faciliter sa propre insertion sociale, Djekomo, qui a abandonné l'école en primaire, suit un programme d'alphabétisation accélérée. Un sifflet. Répète. C'était beaucoup plus dur quand je vivais et dormais dans la rue et à la plage. J'ai pu m'en sortir car pour moi, apprendre à lire et à écrire n'est pas difficile. J'ai confiance, plus rien ne pourra m'arrêter. Son adaptation à sa nouvelle vie est en revanche un peu plus compliquée compte tenu des contraintes dues à sa célébrité. De temps en temps, Djekomo a besoin de retrouver une liberté d'action auprès de ses amis. Certaines personnes disent que nous n'avons aucun avenir. Et voilà Djekomo, un des nôtres qui est en train de réussir. Ce sera un jour notre tour. La destinée du jeune Justin Kinwanou semblait toute tracée. Djekomo, le surnom en langue yoruba qu'il s'est donné, signifie « rendez-moi populaire », lui aura ouvert une trajectoire de sortie de la rue. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie, merci à notre chef d'édition Aline Bottin, merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. L'info continue sur France 24.